Alors, bienvenue à ce dernier atelier webinaire de la série d'ateliers webinaires de formation d'animateurs d'ateliers de sensibilisation à l'abus et la maltraitance envers les personnes aînées. Alors, le sujet de l'atelier d'aujourd'hui est le rôle du bénévole animateur en contexte de maltraitance, de son rôle de repérage à son rôle de référence. Donc, aujourd'hui, nous avons une personne ressource invitée, Madame Lucie Caroline Bergeron de DIRA Esprit, qui va venir nous présenter l'atelier d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais activer sa caméra et lui parfait. Alors, Lucie Caroline, votre caméra est activée présentement et le micro aussi. OK, on a un petit délai, je crois. OK, voilà, parfait. Donc, Lucie Caroline, je vous cède la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse de faire partie de votre atelier webinaire pour vous présenter l'atelier de cet après-midi. En fait, c'est l'atelier que je vais vous donner cet après-midi a déjà fait partie justement d'un atelier au mois de novembre et au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des gens qui ont assisté à cet atelier-là, à ce moment-là. Écoutez, ce sera du rafraîchissement si jamais si vous n'avez pas eu l'occasion de poser des questions ou si vous auriez voulu approfondir certains sujets, à ce moment-là, il vous sera possible de le faire cet après-midi. Donc, l'atelier de cet après-midi sera présenté de la façon suivante. Je vous ai mis un petit plan de formation à l'écran. Donc, on va voir ensemble justement les différents rôles que le bénévole peut jouer en intervention en contexte de maltraitance, soit de repérer les indices et les valider, d'accueillir et créer un lien de confiance, de favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance et d'effectuer une référence ou accompagner vers les services. Alors, je vous inviterai à ce moment-là, si jamais vous avez des questions, vous avez des exemples à donner, de pouvoir nous en faire part là, tout au cours de la rencontre. Alors, je veux tout d'abord me présenter pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi les autres ateliers. Alors, comme Céline vous a dit, mon nom est Lucie Caroline Bergeron, je suis psychoéducatrice et coordonnatrice pour l'organisme DIRA Esprit. Je vais vous mettre à l'écran, en fait, le site internet de DIRA Esprit. Vous saurez à ce moment-là où nous trouver sur le web. Attendez un petit peu. Euh, je vais mettre ça tout de suite à l'écran. Donc, DIRA Estrie, on est un organisme régional estrien, donc on dessert les 7 MRC de l'Estrie. Notre mission à nous est de prévenir et contrer la maltraitance faite envers les personnes aînées. Alors, pour réaliser notre mission, nous offrons des activités de sensibilisation à la population, spécifiquement aux personnes aînées, que ce soit dans les résidences pour personnes aînées, les centres de jour, les clubs associatifs de personnes aînées. Et on a différentes activités. On a une offre de services dans laquelle on a plusieurs activités justement pour parler du sujet de la maltraitance. Alors, ça peut prendre différentes formes, soit des capsules vidéo, des jeux interactifs, des conférenciers qui peuvent venir justement donner différentes informations, entre autres relatives à tout ce qui s'agit de testament, procuration, mandat en cas d'inaptitude. On sait qu'il y a parfois des abus qui sont faits sur ce genre de documents. Mis à part les activités de sensibilisation, on donne également de la formation à tout type d'intervenants qui ont à œuvrer auprès des personnes aînées, un peu comme je fais aujourd'hui avec vous. Et on est un centre d'aide, donc une personne aînée qui est ou qui croit être victime de maltraitance peut faire appel à nos services. Alors, on est là on rencontre les personnes aînées et on est là pour les écouter, pour voir avec eux quelles sont les démarches qu'ils ont entreprises pour essayer de corriger la situation, quelles sont les démarches qu'ils souhaitent finalement aussi entreprendre pour corriger la situation de maltraitance.
et les accompagner surtout dans les démarches qu'ils vont vouloir entreprendre pour corriger la situation. Donc, on est un centre d'aide qui est en mesure justement de pouvoir aider le plus possible les personnes aînées aux prises avec une situation de maltraitance. On n'a pas de pouvoir d'arrêt d'agir, mais on est là vraiment pour les accompagner dans toute leur démarche. Donc, je vais vous présenter à l'instant, attendez un petit peu, le PowerPoint. Attendez un instant. Alors, je ne sais pas, Céline, on dirait que je ne vois plus les documents en question. Ah oui, et voilà, ça y est, j'y arrive. Alors, la formation qui est donnée cet après-midi, c'est de contrer la maltraitance envers les personnes aînées, du repérage à la référence. Bien entendu, les différents rôles que nous allons aborder, ce sont des rôles que vous, comme bénévole, pouvez jouer en intervention en contexte de maltraitance. Ce qu'on vient de dire, entre autres, c'est que tout le monde peut jouer un rôle, qu'on soit un bénévole, qu'on soit un travailleur social, un policier, un pharmacien. Tout le monde a un rôle à jouer. Il suffit de savoir quel rôle on peut jouer. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble cet après-midi. Alors, on va approfondir un peu plus l'étape, justement, le rôle de repérer les indices, accueillir et créer un lien de confiance, favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance, effectuer une référence ou accompagner vers les services. Alors, d'emblée, je vous pose déjà une question. J'aimerais savoir si vous pouvez, dans le fond, me nommer une conséquence que la maltraitance peut avoir chez une personne aînée ou son entourage. On sait que la maltraitance chez les personnes aînées, c'est une situation, c'est une problématique qui est très prenante, c'est une problématique qui est parfois très douloureuse à vivre, autant pour la personne aînée que pour son entourage. Et peu importe la forme de maltraitance que la personne aînée peut vivre, il y a des conséquences à tout ça. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez justement me nommer une conséquence que la maltraitance peut avoir chez une personne aînée. Alors, et là, je vous invite à me répondre. Donc, Madame Trojani me dit la dépression. Donc, effectivement, c'est une conséquence importante qu'une personne aînée peut avoir. La maltraitance psychologique, peu importe, que ce soit dans le fond la maltraitance psychologique, la maltraitance financière. On vous a nommé différentes formes de maltraitance au cours de vos ateliers précédents, je crois. Euh, c'est pas rien. Donc, il peut y avoir effectivement de la dépression vécue chez des personnes aînées victimes. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on me répond autrement? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont répondu? Euh, nous avons. Est-ce que tu m'entends? Oui, d'accord. Oui, C'est Anita. pardon? Est-ce que tu, est-ce que tu m'entends? C'est Oui, Anita. d'accord. Bonjour, Anita. Bonjour. Oui, le retrait complètement de cette personne-là. Elle ne parle plus. Elle se retire. Elle ne dit pas rien de peur de conséquences. Tout à fait. Vous avez raison. Vous voyez, ça fait partie, je vous dirais, d'une des conséquences qu'on pourrait appeler d'ordre social. Alors, la maltraitance peut avoir une conséquence à ce niveau-là. Une personne, par exemple, qui vit de la maltraitance, c'est pas hop la vie pour elle, hein. Alors, souvent, les gens qui sont victimes ont tendance parfois à s'isoler pour ne pas avoir à faire face, parfois peut-être même au jugement des autres. Ils ont peur finalement que leur attitude puisse se révéler chez les autres et on veut tout simplement pas en parler. Alors, les gens peuvent avoir tendance à s'isoler ou, par exemple, des gens qui ont toujours été actifs à participer à certaines activités, à un moment donné, ils décident tout simplement d'abandonner ou de ne plus participer justement pour ne pas avoir à faire face aux autres. Donc, vous avez bien raison, Madame Anita. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient émettre un commentaire à ce niveau-là? Donc, d'autres conséquences qu'une personne aînée ou son entourage pourrait avoir suite à une situation de maltraitance vécue chez une personne aînée. Madame Godin me dit, on voit souvent une fragilisation générale de la personne qui ont des conséquences sur tous les aspects de leur vie. Effectivement, la maltraitance vient fragiliser autant leur santé physique. Hein, on va le voir, je pourrais même vous dire, montrer ici au prochain
à la prochaine diapositive. Il y a des conséquences diverses. Vous l'avez mentionné, la fragilisation effectivement de leur santé physique peut être atteinte. Donc, des gens qui peuvent tout simplement avoir des difficultés à dormir, des problèmes d'insomnie, problèmes d'alimentation. Quand on s'alimente peu, qu'on dort moins, veut pas, ça a des conséquences sur tout notre organisme. Alors, ça a des conséquences assez graves. Ce qu'on peut dire aussi à ce niveau-là, c'est que parfois aussi, il peut y avoir une atteinte par rapport à leur intégrité physique. Il peut y avoir aussi des blessures qui vont entraîner une détérioration de leur santé ou une plus grande dépendance aussi. Vous avez nommé tantôt l'isolement, donc ça fait partie effectivement d'une conséquence au niveau d'ordre social. Donc les gens qui vont tout simplement s'isoler, ne plus participer, qui vont se sentir inutiles. Alors c'est une conséquence importante. Au niveau des conséquences d'ordre psychologique, par exemple, on peut rencontrer des gens qui souffrent énormément au niveau émotionnel. Donc, les gens qui subissent de l'humiliation, entre autres, de façon répétitive, ça vient atteindre leur estime de soi, donc une faible estime de soi qui peut apparaître. Perte de jouissance tout simplement de la vie, des idées suicidaires aussi. Je vous dirais que nous, en étant un centre d'aide, venant justement en aide aux personnes aînées victimes de maltraitance, je vous dirais que depuis quelque temps, je reçois ou je rencontre des gens victimes qui ont de plus en plus des idées suicidaires. Alors, c'est une conséquence qui est grave. C'est pour ça que c'est important de pouvoir intervenir le plus efficacement en contexte de maltraitance. Et évidemment, il y a des conséquences au niveau d'ordre financier, des gens qui vont hypothéquer à nouveau leur maison, qui vont vendre leur REER, qui sont endettés sur des cartes de crédit parce qu'ils prêtent ou donnent de l'argent à des enfants ou à des membres de leur famille pour leur venir en aide, mais c'est leur capacité financière à un moment donné qui n'est plus capable d'absorber tout ça. Alors, c'est une conséquence, je dirais, qui est présente. Ça aussi, c'est une réalité qu'on constate à l'organisme, des gens qu'on va rencontrer qui vont aider d'une façon exagérée des enfants qui sont pris avec des problèmes d'ordre financier. Et ce sont des gens qui vont eux-mêmes se mettre dans des situations financières précaires pour pouvoir aider leurs proches. Alors ça, on le constate de plus en plus malheureusement chez certaines personnes. Est-ce que d'autres personnes du groupe auraient souhaité mettre d'autres commentaires par rapport aux conséquences de la maltraitance? Alors, sinon, je vais poursuivre. Alors, il y a des grands principes qu'on devrait retenir qui sont inhérents à l'intervention en contexte de maltraitance. En fait, comme je l'ai dit d'emblée en entrée de jeu, c'est que tout le monde peut jouer un rôle. Qu'on soit une personne proche de la victime, qu'on soit un voisin, qu'on soit un parent, peu importe qui on devrait tous être en mesure de pouvoir intervenir et on verra tantôt quels sont les rôles justement que les gens peuvent jouer. Les rôles que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des rôles de base, donc des rôles que tous et chacun peuvent jouer. Je vous montrerai tantôt sur le continuum de service, il y a plusieurs rôles qui peuvent être joués, mais dépendamment de quel genre de profession on peut avoir, à ce moment-là, les rôles vont changer. Ce qu'on doit aussi retenir, c'est qu'on doit promouvoir l'autodétermination, donc l'empowerment, le pouvoir d'agir. On doit essayer de redonner aux personnes aînées certains outils pour qu'ils en arrivent à reprendre le contrôle sur leur vie et reprendre finalement leur vie en main. C'est ce qu'on fait, nous, au travers de nos activités de sensibilisation, entre autres, ou lors justement de rencontres individuelles avec les personnes aînées qui font appel à nous. On essaie justement de pouvoir leur donner certains outils pour qu'ils en arrivent à reprendre le contrôle qu'ils ont peut-être pu perdre au fil du temps avec les gens de leur entourage. Et ces gens-là en ont profité justement pour pouvoir abuser d'eux. Un autre grand principe sur lequel on devrait se baser et que tout le monde devrait se baser, c'est on devrait tous prendre position contre la maltraitance. En fait, ce serait tolérance zéro. Ce n'est pas de venir dénigrer nécessairement la personne qui va faire les comportements abusifs, mais de venir nommer, entre autres, les comportements. Donc, ce n'est pas de dénigrer la personne, mais plutôt les comportements qui ont été faits. Alors, c'est ça, prendre position contre la maltraitance. On devrait aussi garder à l'esprit d'assurer plus de protection à la personne aînée si c'est nécessaire.
Alors, c'est sûr et certain que si la sécurité de la personne elle est compromise, si la sécurité d'autrui elle est compromise, à ce moment-là, on devrait être en mesure de pouvoir faire appel à des ressources pour venir faire un arrêt d'agir. Une chose qui, je vous dirais, qui est importante, malgré le fait que ce soit quand même assez difficile à mettre en branle ou tout simplement d'accepter cette chose-là, c'est de respecter les choix, le rythme, les valeurs et la culture de la personne aînée. Parfois, on est devant des gens qui, pour nous, le choix est évident, la solution est évidente et on voudrait agir rapidement pour corriger une situation. Mais vous savez, tant et aussi longtemps qu'une personne est apte à décider pour elle-même, elle a le droit de choisir le degré d'intervention et elle a le droit de choisir ce qu'elle veut faire comme démarche. Alors nous, on est là pour l'écouter, mais on peut aussi la faire réfléchir, on peut aussi la conscientiser sur les conséquences que la maltraitance peut avoir. Et à ce moment-là, peut-être que ça peut aider tout simplement la personne à faire des choix qui sont plus prudents parce qu'on se retrouve effectivement des fois devant des gens qui vont opter pour des choix qui sont risqués ou imprudents. Mais comme je vous le mentionnais tantôt, tant aussi longtemps qu'une personne est apte à décider pour elle-même, elle a le droit de choisir ce qu'elle veut. Alors, on doit l'encourager, hein, ça fait partie de notre grand principe inhérent à l'intervention en contexte de maltraitance. On doit l'encourager à ne pas maintenir le statu quo. Ce qu'on vient de dire aux gens, c'est que la maltraitance ne peut pas s'arrêter d'elle-même et pour pouvoir corriger une situation, il faut agir, il faut faire des choses. Et la première étape, c'est d'en parler. Un autre grand principe qui devrait nous suivre tout au long de notre intervention, c'est de favoriser le maintien ou l'amélioration des relations familiales. Le but, c'est pas de faire de la chicane au sein de la famille, s'il n'y en a pas, ou en tout cas, mais c'est d'essayer de pouvoir améliorer les relations. Donc, ça aussi, on doit rassurer les gens là-dedans. Je rencontre prochainement une personne aînée victime d'abus financiers. Et bon, malheureusement, les abus qui sont commis sont faits par son garçon, entre autres. Et le monsieur, il veut pas causer du tort à son garçon, il veut pas le mettre dans une situation où est-ce que il va avoir des problèmes, mais on va essayer de trouver ensemble des solutions pour que son garçon puisse essayer d'avoir de l'aide et en même temps, en ayant de l'aide pour son garçon, ça va faire en sorte que le père, peut-être qu'il va avoir moins de difficultés à vivre avec tout ça. Donc, le but, c'est pas de venir briser les relations ou de venir faire quelconque rupture au sein de la famille, mais c'est d'essayer de trouver des façons de soit favoriser le maintien ou d'améliorer les relations familiales. Maintenant, un des grands principes aussi qui peut vous toucher, c'est de pouvoir informer la personne maltraitante, si vous avez l'occasion parfois de rencontrer ces gens-là, des ressources justement qui peuvent leur venir en aide. On pense souvent à ce moment-là, parfois aux proches aidants qui peuvent se retrouver dans des situations d'extrême fatigue parce que le rôle de proche aidant, c'est pas un rôle qui est facile. Il peut y avoir parfois des comportements inadéquats qui sont faits auprès de leurs proches. Donc, le but, c'est pas de taper sur les doigts des gens et d'essayer de les blâmer pour ce qu'ils ont fait, mais on devrait plutôt essayer de les informer sur les ressources qui peuvent leur venir en aide afin qu'elles puissent continuer à jouer leur rôle de proche aidant auprès de leurs parents. Alors, voilà pour ça. Comme je vous expliquais, d'emblée, on considère que toutes les personnes aînées sont aptes et nos interventions visent à les outiller pour faire des choix libres et éclairés. Par contre, il y a deux situations d'exception où est-ce qu'on peut venir intervenir parfois sans le consentement de la personne. D'une part, c'est si la santé et l'intégrité de la personne sont compromises de façon imminente, donc s'il y a un danger pour sa sécurité ou la sécurité d'autrui, à ce moment-là, on peut intervenir pour sécuriser ou pour justement aider ces gens-là. Ou si, par exemple, une personne est inapte et qu'un régime de protection est homologué ou si c'est en voie de se faire. À ce moment-là, il y a des instances qui sont là pour pouvoir protéger les gens qui sont victimes de maltraitance. Je pense entre autres à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. C'est une instance qui est là pour protéger les gens inaptes et aussi les gens qui sont vulnérables. Et là, la vulnérabilité d'une personne peut se traduire, par exemple, au niveau de son état de santé physique, émotionnel, son réseau social, par exemple, qui peut être très faible, son grand âge. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une personne aînée peut être considérée comme étant vulnérable aux yeux de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
Est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous pouvez me faire un petit signe de main si tout va bien. Si je vais trop vite, vous me le dites. Si tout est clair, parce que là, je ne vous vois pas, hein, moi là. Je ne vois pas vos points d'interrogation. OK. Alors, quand je vous parlais tantôt du continuum de service, c'est ça ici. On a élaboré en 2013, la région de l'Estrie, certains intervenants dont je faisais partie, des intervenants de la région de l'Estrie et de la région de Québec, un guide d'intervention pour justement mieux intervenir en contexte de maltraitance. Et ce guide-là servait justement à tout type d'intervenants. Et quand je dis intervenants, les bénévoles sont aussi inclus là-dedans pour en arriver justement à essayer de voir quels sont les rôles que tous et chacun peuvent jouer en intervention en contexte de maltraitance. Donc, je vous montrerai à la fin complètement de l'atelier la table des matières qui va vous montrer justement tous les sujets qui sont abordés dans ce guide-là. C'est vraiment un guide pratique pour nous aider justement à mieux intervenir. Alors, au niveau du continuum de service, les étapes dont je vous parlais qui seront abordées seront d'une part de venir repérer les indices, de venir les valider. Au niveau de l'intervention, c'est d'être en mesure de pouvoir accueillir et créer un lien de confiance avec une personne, de favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance, parce que parfois, on a des gens qui sont victimes de maltraitance et ne reconnaissent pas la maltraitance qu'ils subissent. Alors, c'est un rôle que nous pouvons jouer pour les aider à reconnaître la maltraitance subie. Un autre rôle important, effectuer une référence et accompagner vers les services. Tous les autres rôles que vous voyez, entre autres en orange, ce sont des rôles qui sont joués par d'autres types d'intervenants. Un rôle que vous pouvez jouer également au sein de votre organisation, de la fédération, c'est au niveau de la prévention. Donc, de sensibiliser à la problématique et aux bonnes pratiques pour se protéger, de pouvoir élaborer des outils d'animation et effectivement de les animer. Par contre, les rôles qui sont en vert comme ça, je ne les aborderai pas au terme de la rencontre de cet après-midi. Alors, une question pour vous. Alors, je souhaite que vous allez pouvoir me répondre à ce niveau-là. J'aimerais que vous puissiez me donner des indices de maltraitance desquels vous pourriez être témoin dans le cadre de vos fonctions. Alors, de quelle façon on peut observer, qu'est-ce qu'on peut observer comme indice qui peut nous permettre de comprendre ou qui peut nous permettre de penser qu'une personne aînée pourrait peut-être être victime de maltraitance? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut observer? Alors, si oui, j'aimerais que vous puissiez m'en faire part. Alors, est-ce qu'il y a des micros ouverts? Oui, non. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des indices à me donner? Alors, je vous donne un exemple. Ah, ici, une grande émotivité inhabituelle. Effectivement, tout est dans le changement d'attitude. Hein, j'ai bien lu le mot inhabituel que vous avez écrit et c'est effectivement ça. Quand il y a, entre autres, un changement d'habitude, d'attitude chez une personne, ça peut devenir effectivement un indice. Madame Beauregard, repli sur soi, on ne voit plus la personne à des activités. Effectivement, ça aussi, c'est un indice. Alors, une personne qui a toujours l'habitude d'aller aux activités, exemple, le vendredi après-midi, et puis pour toutes sortes de raisons dont on ne connaît pas la cause, elle ne participe plus. Alors, ça peut être effectivement un indice. Madame Corriveau dit, des bleus. OK, je vais vous entendre. Là. Des bleus. Des bleus? Oui, des échymoses. Vous avez raison, des échymoses. Effectivement, ça aussi, ça peut être un indice de maltraitance qu'on peut voir, qu'on peut soupçonner chez une personne aînée. Vous avez totalement raison. Donc, des bleus, des égratignures, des brûlures. Des fois, c'est des pressions sur la peau où est-ce qu'on peut voir des traces de doigts à des endroits où est-ce ça fait un peu louche. Et que la personne n'est pas en mesure de pouvoir nous expliquer la raison de ces blessures-là. Alors, tout est dans l'attitude aussi. Hein. On peut observer quelque chose physiquement sur la peau d'une personne. Et si on pose des questions à savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as des bleus comme ça sur tes bras? Ou
au visage ou dans le cou, peu importe, et là, la personne va nous donner des raisons qui sont un peu farfelues ou qui sont comme contradictoires ou que ça fait pas de sens, mais c'est des indices supplémentaires. Donc, ça aussi, effectivement, c'est un autre indice potentiel. Est-ce qu'il y a autre personne qui souhaiterait échanger à ce niveau-là? C'est sûr, je vous dirais que dans le guide de référence en maltraitance, je vous le montrerai comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un endroit où est-ce que vous allez pouvoir voir tous les types de maltraitance qu'une personne aînée peut subir. Vous les connaissez, je pense, toutes les différentes formes. Et pour chacune des formes de maltraitance, vous avez des indices potentiels qu'on peut observer. Donc, c'est bien entendu, ce qu'il faut être vigilant par rapport à tout ça, c'est que la présence d'indices seuls ne confirme pas nécessairement qu'il y a existence de maltraitance, hein, mais elle peut, dans le fond, aider l'intervenant ou le bénévole à approfondir davantage et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'est sûr et certain qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Bien entendu, on doit rester attentif entre autres, à différents éléments, donc d'être alerte, proactif, parce que vous comprenez que la maltraitance, elle est souvent cachée. Les personnes aînées, ils ne vont pas nécessairement s'ouvrir d'emblée pour dénoncer la maltraitance qu'ils subissent. Alors, c'est nous, comme intervenants, comme bénévoles, qui avons des fois des yeux un peu plus ouverts, justement, pour voir tout ça. À partir du moment où est-ce qu'on voit un indice, c'est comme si c'était une lumière jaune qui venait de s'ouvrir. Et quand on voit des comportements réels qui sont faits, alors là, à ce moment-là, ça devient des lumières rouges. Alors, quand on voit ce genre de lumière rouge-là ou qu'on voit des comportements inadéquats qui ont été faits, on devrait être en mesure de pouvoir venir les nommer, ces comportements abusifs-là. Et on doit continuer à rester vigilant, comme on le mentionne à l'écran, face aux différents indices de maltraitance. On doit, entre autres, je vous dirais, prêter une grande attention aux comportements ou aux attitudes que la personne aînée peut avoir avec son proche. Des fois, c'est cette attitude-là ou c'est ce comportement-là qui peut nous amener à comprendre qu'il se passe quelque chose qui n'est pas nécessairement correct. Ça, ce sont tout ce qui s'agit des indices comme tels. Bien entendu, les indices, comme on le mentionne, ne suffisent pas à dire s'il y a lieu de penser qu'une personne est maltraitée. Il faut aller valider, dans le fond, ce qu'on a observé. Si, par exemple, moi, je me rends chez ma mère a toujours eu l'habitude d'être souriante, de bonne humeur, elle est en forme, et puis là, je me rends chez elle, et puis là, elle a la larme à l'œil, elle ne file pas, elle a une attitude maussade. Mon père n'est pas là alors qu'il a toujours l'habitude d'être là, et puis là, elle a un bleu sur ses mains. Bien, moi, ça peut devenir un indice pour moi de voir qu'il s'est passé quelque chose. Alors, c'est important d'aller valider ces indices-là et de venir demander qu'est-ce qui se passe tout simplement. Et la façon de venir valider ces indices-là va faire en sorte on peut éviter, dans le fond, une mauvaise compréhension de la situation. On va éviter de monter aux barricades finalement pour rien. Alors, quand on observe des indices chez une personne, c'est important de pouvoir en parler ouvertement, de pouvoir venir parler ouvertement de la situation qui nous préoccupe et de pouvoir venir nommer nos inquiétudes par rapport à ça. Écoute, maman ou monsieur tel, c'est pas dans votre habitude de manquer des activités tous les vendredis. Depuis un temps, vous venez pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez, c'est un indice que vous avez observé. Hein, le monsieur en question avait l'habitude de venir à tous les vendredis après-midi participer aux activités. Et là, depuis quelque temps, il ne participe plus. Et à un moment donné, vous le croisez et puis là, ça vous inquiète de voir qu'il ne participe plus. Alors, vous pouvez tout simplement parler de vos préoccupations, parler de vos inquiétudes et le faire verbaliser par rapport à tout ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on doit respecter quand même le souhait de la personne aînée de ne pas nécessairement partager tout de suite ses préoccupations. Elle a peut-être besoin d'avoir plus de temps, elle a besoin de se sentir plus en confiance, parce qu'on sait que la maltraitance, c'est quelque chose qui est tabou pour certaines personnes. C'est pas quelque chose qu'on est heureux de raconter. On a souvent honte, on se sent souvent coupable et on a beaucoup de peine par rapport à tout ça. Alors, pour pouvoir en parler avec quelqu'un, il faut se sentir drôlement en confiance. Donc, on doit respecter finalement le rythme de la personne aînée. Alors, on peut essayer de créer justement une occasion de communication qui est favorable justement pour qu'elle soit en mesure de pouvoir nous faire certaines confidences.
mais la façon dont on peut s'y prendre pour venir valider les indices qu'on a observés, c'est tout simplement de parler de nos préoccupations, de pouvoir venir dire nos inquiétudes et de venir aussi nommer les comportements qu'on a observés. Écoutez, j'ai vu, là, je sais pas moi, écoute, maman, je vois là, que tu as plein de bleus sur tes bras depuis quelque temps, puis qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir, tu n'es jamais de bonne humeur, tu as souvent la larme à l'œil. Alors, je viens pas juste nommer mon inquiétude, mais je viens aussi nommer ce que j'ai observé. Et à partir de ce moment-là, la personne va être plus en mesure de pouvoir s'exprimer sur ce qu'elle vit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rôle-là qui est, je vous dirais, un rôle qui est très important? Le repérage d'indices et venir valider les indices qu'on a observés. C'est un rôle, je vous dirais, que tous et chacun peuvent jouer. Il suffit de le faire d'une façon, d'une bonne façon, donc d'avoir les yeux bien aguerris et de pouvoir, avant de monter aux barricades, puis de supposer certaines choses, de venir ensuite valider ces indices-là. Madame Como me dit manque de participation à des activités ou manque de maintien de maison. Aspect financier. Oui, ce sont effectivement des indices qu'on peut observer chez les gens. Si, par exemple, la personne a toujours eu l'habitude de bien entretenir sa maison, entre autres, tout est bien correct. À un moment donné, on se rend, puis là, ça ne fonctionne plus, c'est désordonné. La personne a aussi différents manques au niveau de besoins essentiels, de biens essentiels. Ça peut nous poser certaines questions, ça peut être des indices pour nous. Aspect financier, la personne a toujours eu l'habitude, entre autres, de payer son logement, tiens, par exemple. Et puis là, ça fait 2 mois, 3 mois qu'elle n'est plus capable d'arriver alors qu'elle a toujours eu l'habitude d'être capable de pouvoir payer son logement. Vous voyez, ça, c'est un indice. C'est une inquiétude qu'on peut avoir et c'est quelque chose qu'on doit aller valider avec la personne pour savoir qu'est-ce qui se passe. Voulez-vous m'en parler? Vous avez toujours eu l'habitude de payer votre logement, puis depuis déjà 2 mois, vous n'êtes plus en mesure de pouvoir payer. J'aimerais ça que vous puissiez m'en parler. Alors, vous voyez, Madame Corriveau me dit refus de manger, n'a jamais faim. Alors, vous voyez, c'est vrai. Une des conséquences que la maltraitance peut avoir, on en a parlé tantôt, ça peut être une conséquence au niveau physique. Alors, si depuis quelque temps, la personne n'est plus en mesure de s'alimenter convenablement, bien, c'est important d'aller valider pour pas que ce soit relié à un problème de santé. Il se peut qu'une personne ait une nouvelle médication ou qu'elle ait un problème de santé quelconque qui fait en sorte qu'elle n'a plus faim ou qu'elle a de la difficulté à manger ou qu'elle n'a plus nécessairement un grand intérêt pour manger. Alors, ça sert à ça, la validation. Vous avez toujours eu un bon appétit, puis depuis quelque temps, vous ne mangez plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, si elle a un problème de santé, si elle prend une nouvelle médication, bien, elle va être en mesure de pouvoir nous dire, et là, ça va nous rassurer, ça va venir valider, dans le fond, que les indices qu'on a observés n'étaient pas nécessairement fondés. Alors, vous voyez, ça sert vraiment à ça de venir valider les indices. C'est un rôle qui est très, très important. Si on n'est pas en mesure, vous comme, je prends par exemple, si vous comme bénévole, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir venir les valider, ces indices-là. Je ne sais pas de quelle façon comment est faite votre organisation, si vous faites une activité de sensibilisation et que là, vous avez des gens que vous voyez de façon régulière, que là, vous observez quelque chose auprès d'un client, d'une personne aînée quelconque que vous avez l'habitude de voir et que vous êtes inquiet. Est-ce que vous pouvez valider directement avec la personne ou vous devez vous rapporter à l'organisation? Les rôles, vous comprenez qu'on propose, il faut toujours que les gens aillent valider avec leur organisation pour voir ce qui est permis ou non. Mais c'est bien entendu qu'au niveau du repérage d'indices, tout le monde peut repérer. Il suffit de voir si, à partir du moment où est-ce que vous avez repéré des choses, si vous devez, dans le fond, les rapporter à votre organisation ou si, à ce moment-là, c'est vous qui faites le suivi. Mais ça, c'est sûr et certain que si vous ne pouvez pas faire la validation des indices, au moins que ce soit transmis à un autre intervenant. Est-ce que ça va pour ça? Vous pouvez me faire un petit signe de main. Là, je vais comprendre que tout le monde a bien compris. Il n'y a pas de questions. Alors, ça va pour Madame Schmidt. Est-ce que Madame Beauregard, ça va? Oui. Madame Godin. Donc, tout le monde va bien? Oui, je ne vais pas trop vite. OK.
Alors, oui, bon, ça va. Oui, c'est parfait. Bon, super. OK. Alors, on va passer à un exercice. Donc, c'est l'exercice de Madame la Bonté. Alors, je vais vous le lire et ensuite, on aura une question qui sera spécifique à ce rôle-là qui est important. Donc, Madame la Bonté est célibataire et demeure seule dans sa maison. Elle n'a pas d'enfant, mais elle a quelques neveux et nièces. L'un d'entre eux la visite régulièrement et en profite pour lui faire ses commissions, mais aussi pour lui emprunter de l'argent. Il a des problèmes majeurs de consommation de drogue et d'alcool. Il accumule des dettes et demande sans cesse à sa tante de l'aider financièrement. Il lui demande de garder le secret et surtout de ne pas en parler à ses parents. Il lui arrive même de hausser le ton auprès de sa tante lorsque celle-ci hésite à lui prêter l'argent demandé. Mais depuis quelque temps, elle craint de se retrouver seule en sa présence. Madame la Bonté a un faible réseau social. Depuis un mois, elle reçoit une bénévole pour des rencontres amicales. Alors, lors de sa prochaine visite, la bénévole souhaite consolider son lien de confiance avec Madame la Bonté. Vous, comme bénévole, quelles sont les stratégies que vous utilisez déjà pour accueillir et créer un lien de confiance avec une personne aimée? Je vous mets dans le contexte. Vous avez fait une rencontre de sensibilisation, vous avez observé depuis quelque temps certains indices chez une personne aimée, vous souhaiteriez que cette personne-là puisse vous confier des choses. Hein? Un peu comme ce qu'on vient de voir avec Madame la Bonté, la bénévole, elle souhaiterait dans le fond créer un lien de confiance avec la personne pour en arriver justement à ce qu'elle puisse se confier à elle. Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment on s'y prend pour accueillir quelqu'un convenablement et créer ce lien de confiance-là qui est très important pour la suite des choses? Comment on s'y prend? Alors, j'attends vos réponses. Y a-t-il quelqu'un? Attendez un instant. Alors, de quelle façon on peut s'y prendre pour créer un lien de confiance? Alors, Madame Godin me dit, s'intéresser à son quotidien, lui poser des questions sur ses occupations. Effectivement, c'est une bonne façon de pouvoir accueillir une personne et s'assurer de créer un lien de confiance. Quand on rencontre une personne qui on soupçonne justement être victime de maltraitance, on n'a pas nécessairement besoin d'attaquer le problème tout de suite en la bombardant de questions ou en lui faisant part de nos inquiétudes. Une des façons qu'on peut s'y prendre, c'est d'effectivement s'intéresser à elle, son quotidien, ses loisirs. Si on a l'occasion de se rendre, par exemple, chez la personne, ben, c'est de s'intéresser aux photos qu'on peut voir de sa famille. Si la personne a des plantes, ben, c'est de s'intéresser finalement à ce qu'il y a chez elle. Le fait de pouvoir échanger à ce niveau-là, c'est plus convivial que nécessairement aborder le problème déjà en partant. Donc, oui, effectivement, c'est une bonne façon de s'y prendre. Est-ce qu'il y a d'autres façons dont on peut s'y prendre pour accueillir et créer un lien de confiance avec une personne? Madame Corriveau, parler de façon personnelle et sa bonne relation avec ses parents, amis et importance de ceux-ci. Oui, tout à fait. Même ce que j'aurais envie de vous dire, parler de façon personnelle, parfois on peut justement donner de l'information, si ça ne nous dérange pas, sur nous-mêmes, nous, nos loisirs. Si on s'intéresse dans le fond à la personne, peut-être que la personne qu'on rencontre, elle a le goût aussi d'en apprendre un peu sur nous-mêmes. Donc, si c'est pas quelque chose qui nous dérange, on peut tout simplement le faire. Oui, moi aussi, je m'intéresse à la peinture. J'ai déjà suivi des cours de peinture, moi aussi. Puis, échanger à ce niveau-là, ça va venir comme rendre la rencontre, comme je vous le mentionnais tantôt, plus conviviale et que la personne se sente d'égal à égal. On ne veut pas nécessairement avoir un rôle comme d'autorité ou avoir un rôle supérieur à elle. Si on est en mesure de pouvoir être d'égal à égal, ça va favoriser le lien de confiance qu'on souhaite établir avec la personne. Madame Corriveau dit la valoriser. Oui, effectivement. Les gens qui sont victimes de maltraitance ont souvent tendance à avoir une faible estime d'elles-mêmes. Alors, si on est en mesure de pouvoir la valoriser dans ce qu'elle est comme personne, la valoriser dans ce qu'elle a pu faire, ça va justement l'aider à essayer de développer ou ça peut nous aider à développer un lien de confiance qu'on souhaite avoir.
La bénévole devrait, Madame dit, la bénévole devrait d'abord s'armer d'informations sur les options d'aide disponibles avant de commencer un dialogue à ce sujet avec la dame. Tout à fait, vous avez raison. Ce qu'on vient dire, entre autres, c'est d'être en mesure de pouvoir offrir, à un moment donné, au cours de la rencontre, les ressources d'aide qui peuvent l'aider. Si on veut essayer d'établir un lien de confiance et donner confiance à la personne, on doit essayer de lui transmettre l'information la plus pertinente possible à son besoin. Madame Beauregard dit, ce qu'elle nous confie demeure confidentiel. Je vous dirais que c'est super important. Je vous dirais que c'est une des choses les plus importantes qu'on doit faire auprès de la personne aimée, la rassurer sur la confidentialité de nos propos. Bien entendu, si on se rend compte au cours de l'échange qu'on aurait besoin, dans le fond, de faire appel à d'autres ressources pouvant l'aider, c'est bien entendu qu'on doit obtenir son consentement. On doit s'assurer que la personne elle est prête à recevoir une aide extérieure pour l'aider dans la problématique qu'elle vit. Mais en tout temps, on devrait assurer la confidentialité de nos propos. Souvent, les gens, quand ils nous rencontrent, en tout cas, je vais parler pour notre organisme, les gens, quand ils nous rencontrent, puis qui vivent une problématique avec une personne extérieure à la famille ou même qui fait partie de la famille, ce qu'ils ont peur, c'est qu'on aille dire ce qu'on s'est dit à ces gens-là, alors que c'est pas ça du tout. On doit rassurer ces gens-là justement pour qu'ils puissent s'ouvrir librement, puis à partir de ce moment-là, être en mesure de pouvoir leur fournir le maximum d'informations sur ce qui est possible de faire pour corriger la situation. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires par rapport à ça? Ce que je peux vous dire aussi, c'est entre autres qu'on doit prendre le temps. Ce qui est intéressant avec les bénévoles, parce que nous aussi, on a une équipe de bénévoles qui font des activités de sensibilisation comme vous le faites et qui vont à l'occasion, avec moi, rencontrer des gens dans certaines démarches d'aide. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accorder du temps de qualité. Parfois, on peut faire affaire avec des services au niveau public et les travailleurs sociaux, je ne les blâme pas du tout. Ils ont des dossiers à n'en plus finir et ils ont des horaires très, 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 très chargés. Alors, ce qui fait en sorte que le temps qu'ils peuvent accorder, dans le fond, dans leur rencontre individuelle, n'est pas nécessairement aussi grand que ce que nous, comme intervenants dans un organisme communautaire, ou ce que les bénévoles peuvent offrir aux gens. Alors, le temps qu'on peut accorder peut aider justement à bien accueillir une personne et créer ce lien de confiance-là. On n'est pas pressé dans le temps, on ne bouscule pas les gens pour qu'ils se dépêchent à nous raconter leurs choses. Une autre façon justement de bien accueillir et créer un lien de confiance, c'est tout simplement, on l'a mentionné tantôt, de respecter le rythme de la personne aînée. Hein. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne aînée qui va nous faire certaines confidences ou qu'on souhaiterait qu'elle nous fasse des confidences, qu'elle va toutes nous déballer au cours d'une rencontre. Donc, on doit respecter le rythme de la personne. On doit parler des gestes tout de même et des conséquences de la maltraitance. Hein. On n'est pas là pour dénigrer la personne maltraitante parce que effectivement, la personne maltraitante peut faire partie de sa famille. Ça peut être un enfant, un neveu, une nièce, un petit-fils ou une petite-fille. Donc, on n'est pas là pour venir dénigrer la personne, mais on est là pour venir nommer les gestes et les conséquences que ça peut avoir. Alors, c'est bien différent. Et on peut s'allier aussi une personne significative pour la personne aînée. Essayer d'évaluer avec la personne aînée quel est son réseau social, quels sont les gens qui sont près d'elle. Et à ce moment-là, on peut s'allier ces gens-là pour la suite des choses. Est-ce que ça vous va comme ça? Il n'y a pas de questions? Tout est beau? Alors, je poursuis. On continue avec l'extrait de Madame la Bonté. Alors, la bénévole a remarqué que depuis 2 semaines, Madame la Bonté n'a pas la même attitude. Elle semble inquiète, elle semble anxieuse, elle n'est plus aussi enjouée. Alors, vous voyez, là, c'est beaucoup d'indices. Madame la Bonté a déjà effleuré le sujet avec la bénévole, mais ne semble pas reconnaître l'ampleur du problème. Elle refuse toute forme d'aide car elle ne veut pas briser les liens familiaux et surtout, elle ne veut pas dévoiler le secret gardé à sa sœur. Alors, comment fait-on pour favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance chez une personne? Vous savez, les personnes aînées qui sont victimes de maltraitance,
Souvent, il y a des gens autour d'eux qui vont avoir observé certains indices et pour nous, c'est clair, après avoir validé les indices, qu'il y a maltraitance. Mais ça va arriver des fois que la personne victime elle-même ne reconnaît pas la maltraitance subie. Alors, comment peut-on faire comme bénévole, comme ami, comme voisin, comme intervenant? Comment peut-on faire pour aider une personne à reconnaître que ce qu'elle subit, c'est pas normal et c'est de la maltraitance? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, je vais attendre pour vos commentaires à ce niveau-là. On me dit, amener la personne à reconnaître avec nos propres mots. Oups. Oui, effectivement. Alors, c'est une façon dont on peut s'y prendre. Euh, Puis peut-être que je pourrais amener la personne à reconnaître avec nos propres mots. Donc, ce que je comprends, c'est que nous-mêmes, comme intervenants, on explique ce qu'on a vu. Est-ce que c'est bien ça que je comprends de votre commentaire ou oui, c'est ça. Oui, effectivement. Euh, En expliquant avec nos propres mots, ce que ça vient faire, c'est qu'on vient, entre autres, nommer ce qu'on a pu observer et on vient en même temps nommer nos inquiétudes. Donc, si on vient nommer les comportements, on vient nommer nos inquiétudes, en même temps, ce qu'on souhaite, c'est peut-être amener la personne à reconnaître ces faits-là comme étant inadéquats. Madame Corriveau dit, essayez de lui faire comprendre les conséquences à long terme. Le fait de pouvoir effectivement nommer les conséquences qu'une maltraitance peut avoir chez elle, ça peut peut-être l'amener d'emblée à reconnaître la maltraitance qu'elle subit. Il y a toutes sortes de stratégies dont on peut s'y prendre pour essayer de faire reconnaître la maltraitance chez une personne aînée qui ne le reconnaît pas. Et ça aussi, à la fin de la formation, je vous montrerai la, la table des matières. Et il y a une fiche spécifique à ce niveau-là. Et je vous dirais que toutes les fiches au niveau de l'intervention sont toutes conçues en moyens, défis et stratégies. Alors, c'est sûr que quand on travaille avec des personnes, hein, on travaille avec des humains, il n'y a pas une personne qui va agir ou qui va réagir de la même façon. Alors, parfois, on a besoin d'utiliser différentes stratégies pour en arriver à un résultat. Mais effectivement, de l'amener à lui expliquer quelles sont les conséquences que ça peut avoir, peut-être que ça peut avoir comme effet de reconnaître la maltraitance qu'elle subit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient commenter ce rôle-là? Madame Côté dit, amener une brochure. Oh, attendez un petit peu. Je viens de perdre. Attendez un petit peu. Amener. Oh, mon Dieu, je viens de perdre toutes mes affaires. Là. Attendez un petit peu. OK. Amener une brochure sur le sujet et parler du contenu avec elle. C'est une très bonne idée, je vous dirais. Je ne sais pas si dans vos localités, il y a des organismes un peu semblables aux nôtres ou qui offrent des services d'intervention en contexte de maltraitance et qui ont des brochures pour expliquer la problématique mais le fait de pouvoir apporter ces informations-là aux gens, leur expliquer qu'est-ce que c'est que la maltraitance. Parce que je vous dirais que beaucoup de gens victimes de maltraitance ne reconnaissent pas la maltraitance subie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que la maltraitance. Hein? Souvent, quand on parle de maltraitance, on pense que c'est toujours des actions qui sont de grande envergure ou qui sont des situations hyper dramatiques. Mais dans le quotidien, il y a des gens qui vont vivre la maltraitance et qui ne le reconnaissent pas parce qu'ils ne le savent pas. Donc, de pouvoir les informer, c'est une façon de les amener à reconnaître. Je vous dirais, puis peut-être que même vous, ça vous est déjà arrivé au cours de vos activités de sensibilisation. On a toujours des gens à la fin des rencontres qui viennent nous voir pour échanger avec nous sur ce qu'on leur a expliqué. Et ça arrive souvent des gens qui vont nous dire ah ben savez-vous, je pensais pas que c'était de la maltraitance, ça. Ben finalement, ma sœur en a subi puis elle ne sait même pas. Vous voyez? Alors, de pouvoir apporter des exemples bien concrets, c'est une façon justement de pouvoir les aider à comprendre qu'est-ce que c'est et peut-être à les aider à reconnaître ce qu'ils subissent. Madame, attendez un petit peu, on me dit présenter les pièces de théâtre vidéo sur l'abus fournies par par la Fédération. Et je vous dirais qu'ici en Estrie, on utilise ces vidéos-là. On fait beaucoup d'activités de sensibilisation. Entre autres, on en présente aux proches aidants.
dans mes activités de sensibilisation qu'on va faire soit sur les abus financiers ou dans certaines résidences, je vais utiliser ces capsules vidéo-là parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand on apporte des exemples bien concrets sur des situations de la vie quotidienne, les gens vont reconnaître plus facilement la maltraitance, de quelle façon ça peut se présenter. Alors oui, c'est une façon. Madame Corriveau dit maltraitance sournoise ou déguisée. Oui, ça prend toutes sortes de formes, la maltraitance, et souvent, il y a des gens qui sont très fins finaux et très rusés pour, euh, je vous dirais, manipuler les personnes aînées. Je vous donne un exemple rapidement. Une dame âgée de 93 ans euh, est abusée financièrement de la part d'une connaissance, dans le fond, d'un ancien concierge d'immeuble. Et l'ancien concierge est, je vous dirais, âgé d'une quarantaine d'années. Il a tellement bien réussi à manipuler émotivement la dame âgée qu'aujourd'hui, la dame, elle est en amour avec lui. Et elle lui donne de l'argent toutes les fois qu'il lui en demande. Alors, on pourrait dire, ben, elle est consentante à lui donner de l'argent, mais je vous dirais que c'est beaucoup pire que ça. Il lui soutire de l'argent en la manipulant avec ses émotions et elle est tout simplement dans une situation où est-ce qu'elle n'est pas en mesure de reconnaître les abus financiers qu'il lui fait subir. Alors, c'est sournois, c'est déguisé, il y a des gens qu'on dirait qu'ils font seulement ça penser à la façon dont ils peuvent s'y prendre pour abuser de gens qui sont vulnérables. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'entre autres, euh, les gens qui sont victimes de maltraitance, on reconnaît 4 profils de victimes. Un des premiers profils qu'on peut reconnaître, c'est que la personne, d'une part, elle reconnaît l'existence de la maltraitance et elle accepte d'avoir de l'aide. Donc, à ce moment-là, ça va bien, on est en voie pour justement trouver des solutions. Un deuxième profil qu'on peut voir, c'est que la personne reconnaît l'existence de la maltraitance, mais elle refuse d'avoir de l'aide. Là, je vous dirais que la porte n'est pas fermée, mais il faut travailler fort pour en arriver à ce qu'elle puisse accepter éventuellement d'avoir une aide quelconque. Le troisième profil de victime, c'est que la personne ne reconnaît pas l'existence de la maltraitance et en plus, elle refuse d'avoir de l'aide. Alors là, je vous dirais qu'on a doublement à travailler fort et c'est des fois à ce moment-là qu'on a besoin de travailler avec le réseau de la personne. Souvent, quand on est au courant qu'une personne est née victime de maltraitance et qu'elle ne reconnaît pas la maltraitance qu'elle subit, la dénonciation va provenir d'un proche. Alors là, nous, à ce moment-là, on a à travailler, à outiller le proche pour que cette personne-là arrive tranquillement à faire reconnaître à la personne aînée la maltraitance qu'elle subit. Et le quatrième profil, c'est un peu comme Madame Labonté dans l'extrait que je vous ai parlé. La personne ne reconnaît pas tout de suite l'existence de la maltraitance, mais elle accepte tout de même d'avoir de l'aide. Donc, la bénévole qui est entrée chez elle, ben, c'est une forme d'aide qu'elle accepte de recevoir. Et tranquillement, peut-être que Madame Labonté va accepter de recevoir ou de reconnaître finalement ce qu'elle subit, que c'est de la maltraitance, et d'avoir de l'aide à ce niveau-là. Madame Godin me dit lui présenter les situations constatées comme si elles étaient vécues par une de ses proches et lui demander ce qu'elle ferait. C'est une excellente stratégie d'intervention, je vous dirais. Ça vient comme dépersonnaliser, dans le fond, la personne ou la situation. D'être en mesure de pouvoir dire, bien, vous voyez, telle personne que je connais a subi telle situation. Des fois, on peut même inventer la situation, juste comme pour essayer de dépersonnaliser. Alors, on vient présenter un exemple et on lui demande effectivement qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans une situation comme ça. Et à un moment donné, il y a comme un déclic qui va se faire et puis qu'elle va se dire, bien, finalement, c'est similaire à ce que je vis, moi. Et peut-être que finalement, moi aussi, j'aurais besoin d'aide. Donc, c'est une très, très bonne stratégie d'intervention. Madame Côté dit, il y a aussi souvent un aspect culturel qui empêche la victime de reconnaître le fait qu'elle est victimisée. Oui, ça aussi, c'est une réalité. Pour avoir travaillé avec, je vous dirais, plusieurs communautés culturelles en Estrie, on a travaillé avec des gens provenant de diverses communautés. D'une part, la maltraitance est un sujet qui est tabou et d'autre part, en étant un sujet tabou, on ne veut pas dire, dans le fond, à la communauté d'accueil, on ne veut pas nécessairement dire que chez nous aussi, dans nos cultures, on vit des situations de maltraitance. Alors, je vous dirais que c'est une intervention qui est délicate, c'est une intervention qui doit se faire, je vous dirais, à plus long terme.
avec un peu plus de doigté. Mais à un moment donné, on finit par y arriver quand on est en mesure de pouvoir donner des exemples, comme l'autre personne disait avant vous. Des fois, ça peut les aider drôlement à comprendre qu'est-ce que c'est que la maltraitance. Et pour avoir travaillé avec différentes communautés culturelles, l'année passée ou là 2 ans, j'ai justement utilisé certaines des capsules vidéo de la Fédération des aînés francophones du Canada dans le cadre de ces activités-là auprès de différentes communautés. Et je vous dirais que ça a été très, très profitable au sein de ces communautés-là parce que à la fin des activités, les gens étaient en mesure de me dire, bien, écoutez, finalement, nous aussi, dans nos milieux, on a envie des situations comme ça, mais on ne connaît pas les ressources qui peuvent nous venir en aide. Alors, le fait de pouvoir donner de l'information sur les ressources de la communauté, de pouvoir venir leur donner des exemples, de pouvoir leur donner en exemple bien concret de façon visuelle par des capsules vidéo, ça vient, on dirait, comme mettre un peu en lumière toute l'information qu'on peut traduire au niveau verbal. Alors, je pourrais vous présenter la prochaine diapositive qui vient un peu expliquer qu'est-ce que c'est que de favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance. C'est que oui, on peut venir nommer les comportements de maltraitance et leurs conséquences. C'est ça, prendre position contre la maltraitance. On peut venir aussi informer la personne aînée de ses droits. On parle d'information, donc ça aussi, c'est une façon qu'on peut s'y prendre pour aider une personne à reconnaître la maltraitance subie. On peut venir aussi encourager l'expression du vécu et remettre en question certaines croyances. On peut venir souligner les forces et capacités de la personne aînée. Juste le fait que la personne vienne en parler, qu'elle vous en parle, c'est déjà une première étape de franchir. C'est la plus grande étape qu'elle peut franchir. Donc, le fait de briser le silence, le fait de venir parler de ce qu'elle vit. Alors, c'est une étape, donc, de pouvoir venir souligner cette force-là, cette capacité-là de venir briser le silence. C'est quelque chose qui est bien, bien important. Le troisième exercice concernant Madame Labonté, donc à la suite d'une rencontre amicale avec la bénévole, Madame Labonté souhaite avoir de l'aide pour régler ce problème. Elle vient de comprendre que finalement, là, ce qu'elle subit, là, c'est de la maltraitance, puis ça n'a pas d'allure de continuer à tolérer tout ça. Elle affirme cependant ne pas trop savoir comment s'y prendre. La bénévole lui indique qu'elle peut être accompagnée dans cette démarche et la bénévole désire effectuer une référence et accompagner vers les services. Alors, vous voyez, ça, c'est un autre rôle qui est très important, donc de venir faire une référence, on a mentionné tantôt, pour aider une personne à reconnaître la maltraitance subie, d'arriver et venir donner de l'information, d'une part sur qu'est-ce que c'est que la maltraitance, c'est une chose, mais de pouvoir aussi donner de l'information sur les ressources de la localité, ça aussi, c'est une chose. Alors, à ce moment-là, quand on connaît les ressources auxquelles on peut référer, c'est plus facile de pouvoir diriger ces gens-là vers les ressources qui vont venir combler leurs besoins. Donc, on peut venir informer la personne aînée des ressources disponibles, de leurs services, de leurs coordonnées, et on peut aussi, avec la personne, prendre contact. Donc, on peut informer l'organisation partenaire de la venue prochaine de la personne aînée de sa situation, bien entendu avec son consentement. Quand on est déjà en place avec la personne, je vous dirais, il y avait quelqu'un qui me disait mieux vaut battre le fer pendant qu'il est chaud. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais ce que ça veut dire, c'est que quand la personne est née, elle reconnaît dans le fond la maltraitance qu'elle subit et que là, elle est prête à entreprendre une démarche ou à aller chercher de l'aide, il ne faut pas attendre une semaine. C'est là qu'il faut le faire. Parce que si on attend une semaine, elle a le temps de changer d'idée, à penser à son affaire, puis à un moment donné, elle va laisser tomber tout ça. Donc, c'est important. Madame Corriveau dit comment apaiser sa peur. C'est de la rassurer. Ça dépend, la peur, elle est à quel niveau? Est-ce que c'est la peur de ce qu'il peut avoir, la peur des représailles? Est-ce que c'est la peur d'entamer certaines démarches? C'est à quel niveau? Donc, c'est sûr que la peur des représailles, c'est de l'informer de ses droits. Si une personne, par exemple, décide de dénoncer, je donne un exemple au service de police, et que suite à cette dénonciation-là, elle subit des représailles, ben, elle a des droits pour se défendre. Elle a des droits pour justement ne pas avoir à subir ce genre d'intimidation-là ou de menaces ou peu importe. C'est sûr et certain que, là, je vais parler vraiment pour notre organisme. Ce qui fait la grande différence avec notre organisme par rapport, par exemple, à certains services du réseau public,
c'est qu'on va accompagner les gens dans leur démarche. Donc, c'est sûr que là, je vous donne un exemple bien précis. Une dame âgée subit de la maltraitance financière, un abus financier de la part d'une tierce personne et là, son besoin, c'est de la récupérer, son argent. Alors, c'est sûr que pour récupérer son argent, il faut entreprendre des démarches judiciaires. Alors, un dépôt, une plainte à la Cour des petites créances. C'est bien facile pour un intervenant de dire, ben, vous pouvez aller déposer une plainte à la Cour des petites créances. Mais quand on a 82 ans, ou dans ce cas-ci, 93 ans, c'est pas évident d'entreprendre ce genre de démarche-là seul. On peut des fois demander à les membres de notre famille, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les membres de notre famille sont toujours prêts, disposés, puis qui ont le temps et qui ont la capacité de pouvoir entreprendre ce genre de démarche-là. Ce qui fait la particularité de notre organisme, c'est qu'on va venir accompagner les gens dans leur démarche. Alors, dans le cas de madame, oui, il y avait une certaine crainte, il y avait une peur, il y avait une certaine insécurité par rapport à entreprendre ce genre de démarche-là, mais le fait que je puisse y aller avec elle, la soutenir, l'accompagner physiquement, et là, il va y avoir audience prochainement au mois de mars, le fait que je sois avec elle, c'est rassurant. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va enlever toutes les craintes, les peurs qu'il y a en dedans d'elle, mais ça va tout au moins la sécuriser pour ce moment-là, qu'elle n'est pas toute seule à vivre cette situation-là, qu'on lui apporte un soutien psychologique et un soutien physique pour la suite des choses. Alors, c'est ça. Ce que je vous disais tantôt, c'est qu'en fait, quand on a quelqu'un qui reconnaît la maltraitance subie, qu'elle est prête à entreprendre des démarches, il faut, dans le fond, utiliser le moment présent pour pouvoir effectuer une référence, ne pas attendre à une semaine ou à 3 jours, peu importe, parce que la personne a le temps de changer d'idée. Alors, on peut tout simplement être avec la personne, regarder avec elle quelles sont les ressources les plus adaptées à sa situation et dire, on va appeler ensemble. Et là, on prend le téléphone et là, on la fait composer et on peut l'aider justement à formuler sa demande. C'est quelque chose qu'on peut faire. Madame Godin dit, que peut-on faire comme bénévole dans l'immédiat quand on craint de la maltraitance physique? C'est sûr et certain, comme je le mentionnais tantôt, au niveau des actions qu'on peut entreprendre, aussitôt qu'on craint pour la sécurité d'une personne ou la sécurité d'autrui, on doit faire appel à des services qui vont venir sécuriser ces gens-là. Bon, t'en as un petit peu. Donc, entre autres, avant de passer à l'autre question, je vais finir de répondre à cette question-là. Donc, c'est sûr et certain, quand la sécurité d'une personne est compromise, on a peur pour sa sécurité, on doit appeler les services d'urgence, c'est sûr et certain, on ne doit pas lésiner avec ce genre de situation-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Clarification, qui mieux placé pour effectuer des interventions? Ministère des Aînés ou droits humains pour la protection des aînés. Mais je vous dirais que le ministère des Aînés, ils ne font pas grande intervention comme telle au niveau de l'intervention pour des personnes qui sont victimes de maltraitance. Au Québec, entre autres, la porte d'entrée du réseau de la santé et des services sociaux, c'est les centres de santé et des services sociaux. C'est le CSSS. En Ontario ou dans vos provinces, je ne sais pas quels sont quel est le sigle ou quelles sont les instances, mais il y a toujours le réseau public où est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux qui sont là pour recevoir les appels d'aide de gens qui sont victimes de maltraitance. Sinon, c'est sûr et certain que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, encore là, c'est une instance provinciale, je ne pense pas que ce soit fédéral. Il faudrait voir avec Céline, justement, Céline Romanin, quelles sont les ressources auxquelles vous pouvez vous référer. Mais il existe, j'en suis convaincue, dans chacune de vos provinces, des instances qui sont là pour pouvoir protéger les gens qui sont inertes et vulnérables. Nous, au Québec, c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui peuvent intervenir. On a aussi le curateur public. Quand une personne, par exemple, elle est sous la curatelle et qu'il y a des gens qui vont abuser de leur pouvoir sur ces gens-là, bien, le curateur public est en mesure de pouvoir faire enquête et apporter correctif à ce niveau-là. Attendez un petit peu avant, j'ai une question. Attendez un petit peu. Monsieur Comeau, Bureau Ombudsman, en Nouvelle-Écosse aussi, ils font des évaluations. Alors, vous voyez, c'est une autre ressource.
la connexion Internet n'est pas stable de mon côté. Oh, ça coupe énormément. Oh, je suis désolée. Fait que, ben, j'espère que au moins vous aurez la chance de pouvoir écouter l'enregistrement que Céline est en train de faire. Alors, c'est ça. Je vais passer à l'autre. Donc, accompagner vers les services, contacter avec la personne aînée l'intervenant de l'organisation partenaire afin de planifier un rendez-vous. Ça peut être rassurant de faire cette première démarche-là avec la personne aînée. Et comme nous on fait, peut-être que vous, éventuellement, c'est quelque chose que vous pourrez faire dans le cadre de vos fonctions, d'accompagner physiquement la personne aînée auprès de l'organisation partenaire, ou ça peut être tout simplement de solliciter un proche. Vous pouvez tout simplement demander à la personne, avez-vous un fils ou une fille qui pourrait vous accompagner? On pourrait lui demander de venir nous rencontrer, puis pour lui expliquer quelle est la ressource auquel on pourrait se référer, et elle pourrait faire, dans le fond, le suivi avec vous. Pour, dans le fond, éviter que la personne soit seule. C'est ça la plus grande insécurité des gens qui sont victimes de maltraitance, c'est d'entreprendre des démarches seules. À partir du moment où est-ce qu'on se fait accompagner, c'est rassurant pour elle. On ne fait pas de miracle, hein? On souhaiterait parfois faire des miracles, mais malheureusement, on n'a pas cette capacité-là. Mais juste le fait de pouvoir être présent avec ces gens-là, de pouvoir venir les rassurer, les informer, les accompagner physiquement, c'est une grande étape pour eux. C'est quelque chose qui vient les rassurer beaucoup, beaucoup. C'est sûr. Avez-vous d'autres questions par rapport à ça? Donc, M. Comodi, est-ce qu'il y a des cercles où les aînés peuvent parler de leurs défis ou cas de fraude? Est-ce que ce que je comprends, c'est s'il y a des groupes de soutien, est-ce que c'est ce que vous voulez dire? S'il existe des groupes de soutien? Oui, c'est ça? OK. Je vous dirais que nous, dans la région, on n'a pas nécessairement de groupe de soutien qui est formé pour les gens qui sont victimes de maltraitance. Euh, Peut-être que ça pourrait être une bonne idée, quoique je sais que dans la région de Trois-Rivières, ils ont essayé de mettre en place un projet pour les gens qui ont été victimes de maltraitance et essayer de faire justement un groupe de soutien. Puis finalement, le groupe qui a voulu faire le projet nous ont interpellés pour qu'on arrive à essayer de trouver des gens qui accepteraient de participer à ce genre de groupe de soutien-là. Et je vous dirais qu'on a eu énormément de difficultés de pouvoir référer des gens. Les gens, je vous dirais que d'une part, quand ils vivent des situations de maltraitance, elles n'ont pas beaucoup le goût d'en parler avec beaucoup de personnes. Et deuxième des choses, quand elles ont déjà vécu une situation de maltraitance et qu'elles ont corrigé la situation, elles n'ont pas le goût de revenir sur cette situation-là. Elles ont le goût de tourner la page et passer à autre chose. Peut-être qu'il pourrait y avoir éventuellement des groupes de soutien. Vous devriez en faire dans votre région, puis vous pourriez nous dire si ça fonctionne. Euh, il y a des lignes d'information dans chaque province. Pour les groupes de soutien, il y a des initiatives locales. Alors, c'est ça. Peut-être que dans chacun des territoires, chacune des provinces, il existe des façons de faire à ce niveau-là. Je sais qu'il y a toujours quand même des lignes téléphoniques qui sont existantes pour quelqu'un qui vit quelque chose de difficile et qui a besoin tout simplement d'en parler. Je pense par exemple à chez nous, on a des lignes téléphoniques comme Secours Amitié ou on a la ligne Aide Abus Aînés, qui est une ligne téléphonique qui est à Montréal. Et c'est une ligne téléphonique où les gens peuvent se référer pour soit dénoncer une maltraitance subie ou avoir justement du soutien téléphonique. J'essaie de chercher en même temps que je vous parle le feuillet qui vient donner le numéro de téléphone, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Alors, c'est sûr qu'un autre rôle que vous pouvez jouer, attends un petit peu, on dit a mis dans cette trousse animation et activité une liste des ressources téléphoniques. Alors voilà, vous aurez certains numéros de téléphone peut-être que vous pourrez donner comme référence aux gens que vous rencontrerez dans le cadre de vos activités. Je vous dirais qu'en termes d'intervention, en contexte de maltraitance, on a vu le repérage d'indices, on a vu valider les indices, on a vu accueillir et créer un lien de confiance, comme quoi c'est très important.
On a vu favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance. Hein. Parfois, ça peut être long avant qu'une personne aînée reconnaisse la maltraitance subie. Il faut être patient comme bénévole, il faut être patient comme intervenant, mais il ne faut pas lâcher prise, il faut pas fermer la porte. On a besoin de continuer à faire des suivis, à garder la relation ouverte. C'est important. À un moment donné, la personne va peut-être finir par reconnaître la maltraitance qu'elle subit et accepter d'avoir de l'aide. Donc, il ne faut pas lâcher. Et un autre rôle qu'on a vu ensemble, c'est de référer vers les services. Donc, d'être en mesure de pouvoir connaître quelles sont les ressources de votre localité pour les transmettre à qui de droit et aux personnes qui en ont besoin. Et un autre rôle qui est d'accompagner vers les services. L'accompagnement vers les services peut se faire effectivement de façon physique vers l'organisation, mais peut se faire aussi bien par téléphone en compagnie de la personne. Donc, c'est ça, accompagner vers les services. Donc, ce sont les rôles, je vous dirais, de base en intervention en contexte de maltraitance. Sinon, il y a un rôle que vous jouez déjà au sein de la fédération qui est de prévenir la maltraitance, soit en sensibilisant à la problématique et aux bonnes pratiques pour se protéger, en essayant d'élaborer des outils de prévention. Hein, les outils que vous avez élaborés au sein de la fédération, ce sont de bons outils. On utilise déjà ces outils-là, nous, chez nous, et on les fait connaître un peu partout en Estrie. Et je vous dirais que ce sont des outils qui sont très appréciés là, auprès des gens. Et effectivement, vous avez aussi comme rôle d'animer des activités de prévention et je suis convaincue que vous le faites très, très bien. J'avais envie de vous montrer, Madame Anita me dit, en Ontario, nous avons un service 211 pour services communautaires, toutes sortes de services. Alors, j'imagine que c'est un peu comme chez nous, hein. Je ne sais pas si c'est relié le 211 aux services de santé et services sociaux, mais nous aussi, les gens peuvent se référer à cette ligne téléphonique-là. C'est pas 211, c'est 811 et les gens peuvent justement s'informer de quelles sont les ressources pouvant les aider dans telle situation. Euh, j'ai envie de vous montrer à l'instant la fameuse table des matières dont je vous parlais par rapport au guide de référence en maltraitance. C'est un guide, je vous dirais, qui est assez volumineux. On ne l'a pas téléchargé en entier pour la formation de cet après-midi parce qu'il y a énormément d'informations à l'intérieur. Mais Céline me dit que le guide a été envoyé à tous par courriel. C'est pas un guide qui se lit du début à la fin sans arrêt. Vous allez vraiment chercher l'information dont vous avez besoin et je vous dirais que ce sont des fiches qui sont conçues, je vous dirais, je vous dirais, de très courtes, il y a peut-être une ou deux pages par chacune des fiches. Donc, au niveau de la problématique, on vient parler de qu'est-ce que c'est que la maltraitance, les différents types de maltraitance, les facteurs de risque, de vulnérabilité. Les conséquences que j'ai parlé tantôt sont expliquées et on vient aussi parler des résistances à dénoncer et à porter plainte. Quels sont les obstacles à la dénonciation? C'est sûr et certain que dans ce guide-là, on n'a pas mis beaucoup d'informations sur la problématique comme telle de la maltraitance parce qu'il y a déjà beaucoup d'écrits qui ont été faits à ce niveau-là. On voulait plutôt s'attarder sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'intervention. Alors, toute la suite de cette table de matière-là fait justement référence à qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on peut venir faire de la prévention. Alors, vous avez beaucoup d'informations sur justement de quelle façon on peut venir, on peut prévenir la maltraitance chez les aînés. Alors, on a entre autres, ce qui est bien intéressant, puis que vous pourrez partager dans le fond avec les gens que vous rencontrez, certains conseils généraux qu'on peut transmettre sur la sécurité, la vigilance, de quelle façon on peut venir sécuriser les avoirs, quelles sont d'autres bonnes pratiques pour se protéger au niveau du vol de l'identité, par exemple. Ensuite de ça, tout ce qui s'agit de mandats en prévision d'inaptitude, les testaments. Alors, vous voyez, c'est beaucoup d'informations que vous pouvez vous-même, comme bénévole, transmettre aux personnes aînées que vous rencontrez. Ensuite de ça, au niveau de l'intervention, on a parlé du repérage d'indices. Donc, vous avez vraiment une fiche qui est spécifique à cette étape-là. Et vous allez voir, elle est faite de façon à ce que vous ayez de l'information sur les moyens que vous pouvez prendre pour repérer des indices, quels sont les défis auxquels vous pouvez faire face
et quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser pour bien repérer des indices. Donc, vous avez ça pour le repérage et aussi pour la validation des indices. Ensuite de ça, je peux vous montrer l'autre section qui est quand même assez volumineuse. C'est vraiment au niveau de l'intervention. Donc, ce qu'on a dit tantôt, accueillir et créer un lien de confiance, vous pourrez aller directement au numéro de page avec votre curseur, avec la souris, puis vous allez arriver directement sur la page en question. Vous n'avez pas besoin de faire la totalité des pages pour arriver là. Sur l'ordinateur, c'est ce qui est bien intéressant, c'est que en cliquant directement sur la page, vous arrivez à l'endroit voulu. Et bon, favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance, vous avez la fiche qui est là, accompagner vers les services, et ensuite de ça, puis vous avez effectué une référence. Tous les autres rôles qui sont là, comme je vous le mentionnais, sont faits par d'autres types d'intervenants. Ça ici, c'est une section qui est plus par rapport aux organisations. Donc, si vous avez le goût d'aller jeter un coup d'œil par rapport à ça, vous êtes bien invité à le faire. Et concernant, il y a une fiche qui est plus spécifique, par exemple, entre autres, aux bénévoles. Donc, ici, à la fiche 6.9, vous pourrez là, y jeter un coup d'œil. On parle justement de quel est le rôle des bénévoles en intervention en contexte de maltraitance. Donc, vous pourrez regarder tout ça. Vous avez aussi une section qui est très volumineuse par rapport à tout ce qui s'agit des mesures légales et juridiques. Alors, ça peut être bien intéressant de savoir quelles sont les lois qui viennent régir la maltraitance. Et vous avez aussi, en dernière section, des fiches qui viennent parler des pistes de solutions. Donc, ce sont des vignettes cliniques, des cas typiques de maltraitance que des gens ont subis et différentes organisations, différentes instances sont intervenues. Entre autres, au niveau ici, abus financiers, organismes communautaires spécialisés, CEDIRA. Donc, on a un cas qu'on vient amener et on donne l'information justement sur de quelle façon on a pu aider ces gens-là à corriger une situation de maltraitance. Madame Godin dit Waouh, c'est vraiment très bien fait et concret. Oui, merci beaucoup. Et je vous dirais que présentement, il y a déjà un deuxième comité, le comité de rédaction. Cette fois-ci, j'en fais pas partie parce que j'ai vraiment pas le temps, mais il y a un comité de rédaction qui travaille présentement à une deuxième édition. Donc, on a reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de propositions pour venir améliorer ou venir ajouter certaines informations au guide. Alors, il y a un comité de rédaction qui est présentement en train de travailler sur cette nouvelle édition-là. Et à partir du moment où est-ce que cette deuxième édition-là sera disponible, je pourrai aviser Céline et puis elle pourra vous en faire part. C'est un guide d'intervention, je vous dirais, qui peut être très utile parce que parfois, on est devant des situations puis qu'on ne sait pas trop de quelle façon on pourrait agir. Alors, ce guide d'intervention-là est vraiment conçu pour nous outiller comme intervenants, comme bénévoles, peu importe qui on est comme professionnel ou comme intervenant œuvrant auprès des aînés victimes de maltraitance. On a beaucoup de stratégies d'intervention, entre autres, pour nous soutenir dans notre façon de faire. Mais il existe toujours, comme je vous le mentionnais tantôt, la ligne aide abus aînés qui est dans le fond dirigée par des travailleurs sociaux. Ce sont des travailleurs sociaux qui répondent aux appels et quand on a des situations de maltraitance, qu'on ne sait pas trop de quelle façon agir, on peut se référer à ces gens-là. C'est une ligne téléphonique qui est là, qui est en fonction 7 jours par semaine, de 8 heures le matin à 20 heures le soir. Elle est autant disponible pour les personnes aînées qui vivent des situations de maltraitance que pour les intervenants qui ont besoin d'avoir un certain soutien. Alors, je vous inviterai là, vraiment à téléphoner si jamais vous avez l'occasion, que vous avez un besoin à ce niveau-là. Alors, écoutez, il nous reste du temps. Il nous reste du temps pour échanger. J'ai fait vraiment le tour de la question. J'ai fait le tour du PowerPoint que je voulais vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient commenter, qui aimeraient apporter certains exemples et ça nous permettrait de pouvoir échanger sur ce qui a été fait, sur ce qui serait possible de faire, de quelle façon on pourrait diriger certaines interventions.
Alors, je vous laisse la parole, je laisse la parole à Céline. Je ne sais pas si... attendez un petit peu que je lise, il y a peut-être un commentaire qui s'en vient. Euh, Madame Trojani, très belle présentation, merci. Je vous remercie beaucoup. Vous n'avez pas de questions pour moi? Miss Attendez. Caroline, Oui. j'aurais une question concernant le guide. En fait, c'est plus un commentaire que je voulais partager avec les participants du webinaire. Je voulais vous informer que la table régionale pour contrer la maltraitance, en fait, le comité de rédaction du guide avait communiqué avec la fédération pour justement réviser euh, le guide et nous inviter à nous présenter les outils de sensibilisation que la Fédération des amis a développés pour présenter dans la section prévention. Donc, OK. pour la prochaine édition, là, il va y avoir là, les outils au niveau de la trousse d'activité, la pièce de théâtre et tout ça qui vont se retrouver là, dans la section prévention. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Il y a une madame ici, Madame Côté, me demande est-ce que le guide a une version en anglais? Je crois, et là, présentement, non, mais je crois que la deuxième version, il y aura quelque chose à ce niveau-là. Mais je peux pas rien vous assurer, je peux pas rien vous assurer à ce niveau-là. Euh, Quand on a rédigé ce guide d'intervention-là, on a dû, dans le fond, donner nos droits d'auteur au ministère. Excusez, alors c'est le ministère qui est maintenant, le guide appartient maintenant au ministère. Alors, je ne sais pas au niveau de la réglementation, de la traduction, si c'est quelque chose qui est possible et qui est possible. Ça, je pourrais pas vous le garantir. Il y a plusieurs ministères qui ont été en fait impliqués dans ce guide de référence-là. Je vous dirais que c'est sûr que c'est au niveau du Québec, mais il y a le ministère de la Justice. En fait, c'est le secrétariat aux aînés qui chapeaute maintenant un peu tout ça. Alors, mais c'est qu'il y a plusieurs ministères qui ont été impliqués dans ça, entre autres le ministère de la Justice pour tout ce qui s'agit du chapitre sur les lois, mais là, de mémoire comme ça, là, je suis bien embêtée de pouvoir vous dire quels sont les ministères, mais c'est au niveau provincial. Donc, ce n'est pas fédéral, c'est vraiment au niveau provincial. Alors, voilà. Lucie Caroline, juste pour faire une précision justement pour les gens qui sont en ligne parce que les gens viennent de toutes les provinces dans le cadre de notre projet de sensibilisation et de prévention. En effet, les outils développés ici, là, le guide de référence, c'est un guide de référence qui a été développé au Québec. Par contre, toutes les explications, la démarche est très intéressante et c'est pour ça que nous, à la Fédération des amis aînés francophones du Canada, on tenait vraiment là à, à vous inviter, Lucie Caroline, à venir présenter le rôle que peuvent jouer des animateurs, des bénévoles animateurs dans un contexte de maltraitance. Mais en effet, lorsqu'on parle de ressources ici, on parle de ressources qui proviennent du Québec. Dans la trousse d'activités et d'animation sur l'abus envers les personnes aînées, dans la section du module 1, on a toute une série de ressources d'informations, de numéros de téléphone, de sites Internet pour chacune des provinces parce que ça varie beaucoup d'une province et d'un territoire à l'autre. Il n'y a pas une province où les services sont les mêmes. Donc, on a développé là une section ressources là, pour vos besoins lorsque vous êtes en recherche d'informations, de références sur le sujet de la maltraitance.
J'ai une question qui a été amenée pendant que tu parlais, Céline. On me demande, dans le cas où les enfants de la victime se chicanent, car un des enfants fraude la victime et que cette dernière ne veut pas dénoncer, que feriez-vous? C'est certain que je vais parler dans le fond pour la façon dont nous, on agit au niveau de notre organisme. Quand on reçoit une dénonciation de la part d'un membre de la famille ou euh, que ce n'est pas nécessairement la victime, nous, c'est certain qu'on ne peut pas intervenir auprès de la personne victime si elle n'est pas consentante. Nous, on offre des services sur une base volontaire. Alors, c'est sûr et certain que si la personne victime ne reconnaît pas la maltraitance qu'elle subit, on va avoir de la difficulté de pouvoir intervenir auprès d'elle. Par contre, comme je vous l'expliquais tantôt, ça va être à nous de pouvoir essayer d'outiller la personne qui dénonce la situation pour qu'elle finisse par amener la personne victime à reconnaître la maltraitance qu'elle subit et qu'elle accepte à un moment donné de recevoir notre aide. À partir du moment où est-ce que nous, on peut finalement rentrer en communication avec la personne aînée parce que là, elle veut qu'on aille la rencontrer, c'est sûr que ce qui est important de comprendre, c'est quels sont les besoins de la personne aînée. Entre la personne qui va nous faire la dénonciation, sa perception de la situation ou sa perception du problème et la perception de la personne aînée, des fois, il y a un écart. Et puis ça, je vous dirais que c'est important pour nous de pouvoir justement comprendre quels sont les besoins de la personne victime. Des fois, les gens qui vont nous dénoncer une situation, c'est qu'eux-mêmes sont en chicane avec les frères ou les sœurs que le parent va prêter ou donner de l'argent. Là, eux autres, ils voient ça d'un mauvais œil, puis ils se disent, ah ben mon frère, ma sœur exploite financièrement ma mère ou mon père, puis là, la chicane est comme prise, là. Alors, quand on rencontre la personne aînée, c'est d'évaluer avec elle c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses attentes. Est-ce qu'elle veut récupérer l'argent qui a été fraudé ou qui a été soutiré, ou elle veut seulement sécuriser ses avoirs pour ne plus que ça se reproduise. Vous voyez, c'est bien différent. Dans un cas, si elle veut récupérer l'argent qui a été fraudé, il faut entreprendre des démarches judiciaires ou en tout cas entreprendre certaines démarches, ça peut être de médiation aussi, pour récupérer l'argent qui a été pris. Mais si la personne veut seulement sécuriser ses avoirs, on n'entreprend pas le même genre d'intervention. Là, on va essayer de mettre en place des outils à l'institution financière pour sécuriser ses avoirs, pour faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui a une procuration, par exemple, puis que c'est cette personne-là que la procuration a fait des abus, bien que finalement, on enlève sa procuration puis qu'on la mette à quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a différentes façons d'intervenir selon les différents besoins des gens. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais tout est dans les besoins des gens. Si par exemple, on est devant une personne aînée qui est inapte et qu'elle se fait abuser financièrement, bien là, il y a des instances, comme je vous le mentionne tantôt, comme la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui sont là pour pouvoir protéger les gens qui sont dans une situation d'inaptitude et qui se font abuser financièrement ou peu importe. Mais tant et aussi longtemps que la personne elle est apte à décider pour elle-même, qu'il n'y a pas un danger pour sa santé, sa sécurité ou que son intégrité, à ce moment-là, c'est de voir avec cette personne-là quel est son besoin, quelles sont ses attentes. Et à partir du moment où est-ce qu'on connaît dans le fond ses besoins ou ses attentes, et là, on va l'informer sur ce qui est possible de faire. Des fois, je vous dirais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui étaient victimes de maltraitance financière, entre autres un abus sur une procuration, et d'aller rencontrer la personne aînée, d'apporter mes dépliants, puis de laisser ça sur la table. Puis là, je disais à la dame en question, laissez traîner les dépliants sur votre table. Assurez-vous que quand votre garçon va venir vous revoir, qu'il puisse voir ce dépliant-là. Puis je vous dirais que souvent, ça réduisait dans le fond les méfaits, ça faisait en sorte que le garçon, ben là, était au courant qu'il existait des ressources d'aide pour les gens victimes de maltraitance. Et souvent, ces gens-là, ben, ils ne veulent pas nécessairement avoir de problème. Alors, souvent, ils faisaient comme pédale douce, puis ils arrêtaient tout simplement les méfaits ou finalement, ils corrigeaient leur façon d'agir avec leurs parents.
Donc, ça peut être un truc entre autres, mais il faut toujours y aller selon les besoins et les attentes d'une personne. On doit toujours essayer de conscientiser les gens victimes de maltraitance des conséquences. C'est important de pouvoir leur parler de tout ça parce que, je vous donne un exemple, une personne âgée que je rencontre ces temps-ci qui est abusée financièrement de la part de son garçon, mais je dis abusée financièrement. Il accepte de lui donner de l'argent, il accepte de payer ses dettes, il accepte de tout payer pour lui, de sorte qu'aujourd'hui, puis en plus, le monsieur héberge gratuitement son garçon à la maison, il paye absolument rien. Et là, ça fait plusieurs milliers de dollars qu'il donne à son garçon, puis il pense même pas voir le jour où est-ce qu'il va récupérer cet argent-là. Et il accepte de continuer à l'héberger, son garçon. Mais vous comprenez que tant et aussi longtemps qu'il va accepter cette dynamique-là, qu'il va accepter d'héberger son garçon chez lui, alors que son garçon pourrait très bien se trouver un appartement quelque part, puis être autonome, puis essayer de devenir responsable dans la vie, tant et aussi longtemps qu'il va continuer à garder ce lien-là avec son garçon, le problème va toujours continuer. Et quand on dit qu'il faut apprendre à respecter le choix, le rythme des gens, bien, c'est un petit peu ça. Euh, je peux conscientiser la personne aînée sur les conséquences que ça peut avoir, mais je ne peux pas l'obliger à faire quelconque choix. Je dois respecter ça, mais mon rôle à moi, présentement, c'est vraiment de le conscientiser. Plus ça va, plus il va avoir de la difficulté à arriver financièrement, parce que s'il donne toutes ses économies et qu'il n'a plus d'argent pour arriver, ben à un moment donné, c'est lui qui va avoir besoin d'argent et c'est pas son garçon qui va pouvoir l'aider financièrement. Parce que ce genre de dynamique-là est qu'on donne dans un sens, mais quand on a besoin d'aide, ça revient pas. Hein? C'est pas comme une pendule. Alors, on a un rôle de conscientiser beaucoup les gens sur les conséquences que ça peut avoir et qu'est-ce que ça fait que de garder le statu quo, ça ne règle pas le problème. Pour pouvoir corriger une situation, à un moment donné, il faut entreprendre une démarche de plus. On a beau dénoncer ce qu'on subit et qu'on est tanné, mais à un moment donné, il faut faire des choix et c'est des fois ces choix-là qui sont difficiles à faire. Alors, on peut tout simplement les rassurer qu'on peut être présent lors des démarches, mais il reste que le choix leur appartient et tout ce qu'on peut faire, c'est de les conscientiser sur les conséquences. Je ne sais pas si ça peut répondre un peu à votre question. Il me semble que j'ai passé sur un autre sujet, mais en tout cas, j'espère que j'ai répondu. Ce que je veux que vous reteniez comme information puis comme message de l'atelier qu'on aura fait cet après-midi ensemble, c'est que comme bénévole, vous avez des rôles qui sont hyper importants. Quand vous allez faire une activité de sensibilisation auprès des personnes aînées, vous parlez de qu'est-ce que c'est que la maltraitance, vous pouvez leur parler des conséquences que la maltraitance peut avoir chez les personnes aînées ou leur entourage, et vous êtes là vraiment pour peut-être aussi observer des choses. Si ce sont des gens que vous rencontrez sur une base régulière, à ce moment-là, ben, veut pas, il y a comme un lien de confiance qui s'établit avec eux et vous pouvez devenir des gens qui vont recevoir des confidences. Et à partir du moment où est-ce qu'on reçoit des confidences qui sont liées à une problématique de maltraitance, c'est d'être en mesure de pouvoir accueillir ces gens-là convenablement et de pouvoir les informer suffisamment sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour régler le problème. D'où l'importance de bien connaître les ressources de vos communautés, de votre localité, pour bien les diriger ou tout au moins les accompagner dans leur démarche. Alors, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Céline. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient échanger? Parce que vous savez qu'on a encore du temps pour jaser, si vous le souhaitez. Attendez un petit peu. Peut-être que je pourrais vous poser la question si quelqu'un d'entre vous a déjà peut-être vécu, je ne sais pas moi, une expérience en termes de bénévolat ou est-ce que vous avez déjà été confronté à une confidence par rapport à une situation de maltraitance vécue par une personne aînée? De quelle façon vous avez réagi? De quelle façon vous avez accueilli cette personne-là? Et comment vous vous êtes senti au travers de vivre une situation comme ça? Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui voudraient échanger à ce niveau-là, mais ça pourrait être fort intéressant pour
justement voir quels sont les rôles que vous avez pu jouer dans une situation de cette nature et qu'est-ce que vous avez pu faire pour aider la personne. C'est sûr que des exemples, c'est toujours très formatif. Même on s'en rend compte au travers des activités de sensibilisation quand on va rencontrer les personnes aînées et qu'on apporte des exemples bien précis de situations que nous, on peut avoir au sein de notre organisme. Les gens aiment beaucoup ça parce que c'est pas nécessairement toujours des exemples là, très, très extravagants, là. On a des situations qui sont vécues dans le quotidien, des situations que finalement tout le monde pourrait vivre. Et quand on apporte ces situations-là, ça fait beaucoup réfléchir les gens. Madame Christiane Côté me dit, j'ai pris beaucoup de notes durant la présentation. Un gros merci, Lucie Caroline. Bon, vous êtes bien gentille, madame. Et je vous dirais que si vous avez des questions, si vous avez je sais pas moi, des commentaires suite à la rencontre de cet après-midi, que vous vouliez échanger avec moi sur certains points, euh, en allant consulter notre site Internet. C'est sûr qu'on n'a pas de numéro 1-800, mais on a quand même une adresse courriel. Alors, vous pouvez communiquer avec moi sans aucun problème. Et puis, ça va me faire un très grand plaisir de pouvoir leur répondre à vos questions ou essayer de vous soutenir à certains niveaux. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le jour où on aura un numéro 1-800, je pourrais vous le transmettre. Je pourrais vous donner effectivement mon adresse courriel personnelle. Donc, si vous faites coordination, donc, attendez un petit peu, je vais vous l'épeler. Alors, COORDINATION, donc coordination, arrobas, DIRA, DIRA, trait d'union esprit, ESTRIE.org. Alors, Céline a été bien gentille de pouvoir me l'écrire. J'aurais pu le faire, mais je pense que je ne me souviens plus comment répondre par écrit au chat. Alors, Céline a mis mon adresse courriel dans la petite fenêtre du chat. Alors, je vous invite, si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et ça me fera un très grand plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, je vous dirais que j'ai beaucoup apprécié ma rencontre de cet après-midi. Je vous ai trouvé bien intéressant dans le sens que vous avez répondu à mes questions, vous avez interagi. Alors, c'est toujours plus intéressant quand on a un échange à ce niveau. J'aurais souhaité vous voir en vrai, en vrai, mais la distance fait que ce n'est pas possible. Peut-être qu'un jour, on ne sait pas, que la Fédération fera un colloque quelconque et ce sera possible pour nous de pouvoir participer. On sait jamais. Mais sinon, ça m'a fait un bien grand plaisir de pouvoir participer à cet atelier-là. Et si jamais il y avait un besoin futur, ça nous fera toujours plaisir de pouvoir collaborer avec la Fédération. Merci beaucoup, Lucie Caroline, et merci beaucoup à tous les participantes et participants de ce 5e atelier webinaire. Alors, nous serons en mesure de mettre cette série d'ateliers webinaires présentés les 2 dernières semaines de février sur notre site Internet très prochainement. Et comme je mentionnais tout à l'heure, Lucie Caroline Bergeron, si vous avez des questions, des commentaires suite à cet atelier, alors nous vous invitons à nous les acheminer. Alors, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup pour votre participation.